Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui peut concourir au développement de cette jeunesse qui représente évidemment l'avenir de demain. Vous connaissez le principe de l'émission, scindée en deux parties. La première, elle, sera consacrée à un nouveau phénomène, puisqu'on peut le taxer d'ainsi, ce phénomène-là. Il s'agit évidemment des livres audio. Beaucoup ont tendance à résumer la lecture audio à travers évidemment certains fichiers MP3 qu'on peut télécharger sur des sites évidemment légaux. On en parlera en première partie d'émission, l'impact aujourd'hui de ces livres audio chez les jeunes. Et en deuxième partie d'émission, pas très loin de cette ambiance liée à la lecture, liée au livre, on parlera de l'orthographe. L'orthographe aujourd'hui qui devient un petit peu l'ennemi des gens, des jeunes de façon générale. Ces jeunes aujourd'hui qui ont du mal un petit peu à écrire des mots. Est-ce que c'est considéré comme un vrai ennemi? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués. On va commencer évidemment avec notre ami Franck. Ça fait longtemps et évidemment qu'on t'a retrouvé sur ce plateau Génération News. Très heureux de te retrouver. J'espère que tu vas bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Plaisir partagé également pour un habitué, Stéphane, étudiant en journalisme et communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci. Et on termine avec la seule femme de ce plateau, Charlène, étudiante en journalisme et communication. Toujours un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News. Merci pour l'invitation. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans les bouquins. On va parler de la lecture, mais en l'occurrence de livres audio. Nouveau phénomène aujourd'hui, mon cher Franck. Je suppose que tu es déjà un petit peu tombé sur cette nouvelle forme de lecture, en l'occurrence la lecture audio. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que la tournure même de la phrase ne te pose pas problème? En ce qui concerne la lecture audio, c'est un phénomène qui se répand de nos jours. Nous constatons que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, que ce soit chez les jeunes ou chez des personnes plus âgées, donc disons les adultes comme on le dit bien souvent. Mais je me dis, même le fait de lire un livre audio, c'est quelque chose qui sonne mal à l'oreille. Exactement. Parce que si nous écoutons des chansons, je pense qu'on devrait plutôt dire que nous écoutons des livres audio. Ou bien nous lisons des chansons. Oui, c'est ça. Parce audio. Oui, en vrai, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Et cette thématique prend assez d'ampleur de nos jours. Comme vous avez souligné au début, beaucoup de jeunes ont tendance à plus écouter de livres que de prendre le temps d'acheter un livre en papier, le feuilleter et, disons, tirer profit de façon majoritaire de ce dernier. D'accord. Nous constatons que de nos jours, les gens se disent que, bon, étant donné que je veux économiser du temps, je veux rapidement continuer mes tâches ou aboutir à un certain point de ma vie, je pense que ce livre, je vais l'écouter en audio. Mais le souci avec cela, c'est que écouter un livre audio nécessite de la concentration. Ouais. Et nous savons que de nos jours, les jeunes particulièrement, donc quand on parle de nous, la jeunesse, c'est très difficile pour voir des jeunes avoir la capacité de pouvoir se concentrer rien que sur une chose. On est souvent dispersé sur 2, 3, 4 tâches et comme on le dit si bien, on ne suit pas deux livres à la fois. Deux livres à la fois, exactement. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, en ce qui me concerne par rapport à cette thématique, je dirais que les livres audio et le fait de lire des livres audio, c'est quelque chose qui ne devrait pas... La tournure de la phrase, elle pose problème en fait. Ça sonne mal à l'oreille, lire un livre audio. Charlène, est-ce que c'est un procédé que tu aimes bien mettre en avant ou bien tu es plutôt classique, c'est-à-dire le livre physique? Bon, moi je me dis, ça dépend du contexte. D'accord. Ça dépend de la façon dont on l'écoute. Par exemple, si tu te poses, tu prends le temps d'écouter, je me dis que tu peux retenir quelque chose. Mais si tu as des occupations et tu décides d'écouter un livre audio, je me dis que tu ne pourras rien retenir. Bon, de ma part, ça ne me cause pas problème. Je ne suis pas trop bouquin en fait. D'accord. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas les livres audio? Ça peut aller si on se concentre quand même. Donc, ça peut passer. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que sur le plan de la connaissance, comme l'a souligné Franck dans son argumentaire, est-ce que tu l'as également un petit peu souligné, le fait de retenir des informations, parce que la lecture, rappelons-le, ça fait voyager, ça enrichit également notre vocabulaire et tout le reste. Est-ce que concrètement, c'est un procédé, par exemple, que tu pourrais recommander à ta petite sœur? D'accord. Je ne pourrais pas recommander ça à un plus jeune que moi. Peut-être chez les adultes, ça peut passer. Parce que les adultes, souvent, la plupart du temps, ils sont occupés. Mais pour un enfant, je ne recommanderais pas un livre audio. Ouais. Parce que l'enfant, quand il prend un livre, c'est pour apprendre déjà l'orthographe et... L'orthographe des mots, la signification. Donc la signification,
comprendre certaines choses à travers voir les synonymes et tout ça. Donc, je ne recommanderais pas un livre audio pour un enfant, peut-être pour une personne plus âgée. Ouais, parce qu'on estime qu'il a déjà les notions de certains. Oui. Donc, pour ma petite sœur, je ne recommanderais pas un livre audio. Non, on restera sur le format classique, c'est-à-dire le livre physique. Stéphane, quel pourrait être aujourd'hui l'impact un petit peu de ce phénomène-là qui prend de l'ampleur chez des jeunes? On parle du livre audio, un impact peut-être considérable, oui, mais à quel niveau exactement? Effectivement, ça peut avoir un impact, on va dire, négatif chez les jeunes. Quand on regarde aujourd'hui, les jeunes, rien que dans la messagerie, il y a une répercussion parce qu'en réalité, les jeunes, on va dire quoi, ont du mal à écrire. Ont du mal à écrire, voilà, c'est vrai. Justement à cause de ça en fait. Et je pense que lire un livre audio, vraiment chez moi, ça ne passe pas. D'accord. Ça ne passe pas. Je préfère un peu à l'ancienne, classique, que tu prends un livre, voilà. Non seulement ça te permet de pouvoir bien écrire les mots, mais également ça te permet d'avoir un vocabulaire assez consistant. Voilà. Parce que le fait de lire, on apprend. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on écoute, on écoute. Après, est-ce qu'on retient en réalité? C'est ça la vraie question. Voilà, est-ce qu'on retient? Je ne pense pas. Parce qu'on a l'impression que le livre audio, c'est pour gagner du temps, comme l'a souligné Charlène, c'est-à-dire on est très occupé, on veut peut-être suivre 2 livres à la fois, si on a cette capacité-là, bien sûr. On peut écouter un livre et en même temps faire autre chose, mais évidemment, est-ce que c'est ça la question? Est-ce qu'on retient réellement? Je pense pas qu'on retient, parce que le plus souvent, on ne peut pas faire 2 livres à la fois. Voilà, le plus souvent, on ne peut pas faire 2. Je pense que l'ancienne méthode, il est plus soft, il est plus tranquille, parce que on a la capacité d'être plus calme et on voyage et concentré, on voyage. Tandis que, on va dire, l'audio, mais bon, après ça dépend aussi de tout et chacun, hein. Ça dépend de tout et chacun, mais moi je pense que l'ancienne méthode est plus recommandée, selon toi. Alors, en préparant cette émission, évidemment, j'ai eu beaucoup de réactions sur la thématique. Il y en a qui trouvent qu'évidemment, il y a des apports positifs en ce qui concerne la lecture audio. On a parlé justement de la rapidité déjà aussi, mais c'est là la question, rapide, mais est-ce qu'on retient? Parce qu'un livre audio, ça va vite, hein. En 12 minutes, tu as terminé de lire une œuvre. Or, l'œuvre physique, tu peux parfois faire 2-3 jours sur l'œuvre pour mieux comprendre et tout le reste. Autre impact plutôt négatif là-dessus, c'est les fiches de lecture. En général, quand on est sur le livre physique, on a une fiche de lecture qu'on peut faire. Voilà, on note, on prend les mots difficiles, c'est ça. On apprend. Par contre, l'audio, on ne prend pas le temps de pouvoir noter, malheureusement. C'est ça. On ne prend pas le temps. Et voilà, c'est un peu le défaut avec la lecture audio. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, Franck, au vu de ce que Charlène et Stéphane viennent de dire, de façon ramassée évidemment, est-ce qu'on peut affirmer sans risque de nous tromper que la lecture audio aujourd'hui, c'est une forme de paresse 2.0, en l'occurrence, chez les jeunes? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Parce que nous remarquons que lire, comme on dit, un livre audio, c'est quelque chose d'assez distrayant, selon moi. Je ne conçois pas l'idée de pouvoir lire, je lirais plutôt écouter, parce que ça sonne plus facilement... Oui, parce qu'on se perd même aujourd'hui. De modifier. Donc, pour moi, je dirais que écouter un livre audio, ce serait quelque chose, pas insignifiant, mais c'est quelque chose qui te fait gagner en rapidité, mais te faire perdre en connaissance. Parce que je me dis qu'en lisant un livre, l'objectif ce n'est pas de le lire rapidement, mais plutôt de pouvoir maximiser la connaissance et, disons, entrer plus facilement dans l'environnement culturel et, émotionnel, peut-être bien dépendamment du genre de livre qu'on lit, ou gagner plus côté intellectuel. Donc afin de maximiser l'expérience, il faudrait prendre des livres en papier et prendre le temps de pouvoir noter. Comme on le dit souvent, les gens qui ont tendance à écouter des livres ont tendance à faire 2 ou 3 tâches. Oui, en même temps, parce que c'est plus facile, à faire et aller dans ce sens-là. Et le souci avec ça, c'est que généralement, quand tu passes un passage qui devrait être peut-être marquant, au lieu de prendre un stylo, de réécrire, tu te diras, ah, je me suis déjà déplacé, je ne vais pas repartir en arrière. Oui. Revenir, effectivement. Parce que en repartant en arrière, je me dis qu'il y a un risque de partir 30 secondes bien plus tôt. Et tu vois, ça installe une certaine paresse intellectuelle et c'est, disons même, j'irais jusqu'à dire que c'est un fléau de cette génération. Parce que c'est quelque chose qui aliène beaucoup et comme on l'a souligné, de nos jours, les jeunes se doivent d'être assez intelligents, être capables de parler, de connaître l'orthographe,
mais c'est quelque chose qui est en défaveur de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, là on était dans l'avènement du numérique, de façon générale avec Internet et toutes ces applications qui arrivent, il y a les Wattpad, il y a les e-books aussi où on retrouve évidemment ces œuvres-là, où on peut également retrouver des œuvres audio. Est-ce que, Franck, je reste avec toi avant de donner la parole à Charlène, est-ce qu'aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le risque encore plus dangereux, j'ai envie de dire, voilà, est-ce que c'est encore plus dangereux aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle, où aujourd'hui on a une machine qui peut nous faire la lecture, on a une machine qui peut prendre notre voix pour nous faciliter la lecture. Est-ce que là, on est en droit de s'inquiéter avec une génération qui est plutôt très attirée, très portée vers les réseaux sociaux, Internet de façon générale? Effectivement, c'est un danger très visible. Les gens ne le prennent pas vraiment en considération pour le moment parce que ça n'a pas encore un impact très considérable en ce qui concerne les jeunes ou bien l'éducation, mais quand on essaie de prendre en profondeur, je suis un jeune, donc je côtoie des jeunes. Et des jeunes de ma génération, de mon âge, qui... tu es surtout dans le domaine de l'informatique et le logiciel, donc c'est un monde que tu connais très bien. Oui, étant donné que je suis dans le domaine de l'informatique et qu'il faut tout le temps s'informer et par rapport aux nouvelles actualités et aux différentes technologies qui sortent. Donc les jeunes de nos jours, ceux de ma génération, en tout cas ceux que je côtoie, parce que je ne peux me baser que sur mon environnement, logique, ont tendance à aller souvent sur ChatGPT. Dès qu'ils ont une petite question à se poser, ils vont sur ChatGPT, ils me posent une question, alors que ce n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'en vrai... c'est ce qu'on dit, l'intelligence artificielle est là pour nous accompagner, pas pour nous remplacer. Logiquement. Ça c'est dans la logique. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus l'inverse, c'est qu'on a donné notre capacité de réflexion à cette intelligence artificielle. Effectivement. Au lieu d'être un élément complémentaire, ça devient un élément qui prend notre place. Donc, au lieu de réviser, je me dis, bon, demain j'irai en examen, je sais que j'ai le droit d'utiliser mon ordinateur, je vais trouver un moyen de me faufiler, de retourner mon ordinateur un peu à gauche, et aller sur cette intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en soi n'est pas mauvaise, mais tout dépend de l'utilisation. C'est juste que l'impression ou disons le constat qui a été effectué, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que l'intelligence artificielle, au lieu d'avoir un côté bien plus positif sur les jeunes d'aujourd'hui, a bêti plutôt la génération actuelle. Donc je dirais qu'il faudrait essayer de se réhabituer, de vouloir repartir vers les anciennes habitudes qui sont lire, travailler et comme on dit toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est à force de répéter que nous pouvons devenir meilleurs et apprendre de façon bien plus aisée. Et comment aujourd'hui, Charlène, selon toi, ramener, comme l'a souligné Franck, cette jeunesse-là vers le mode classique que tu prônes, évidemment, c'est-à-dire le fait d'avoir un livre physique? Comment on peut aujourd'hui ramener ces jeunes-là? Est-ce qu'il faut développer des campagnes de sensibilisation? Comment selon toi, ramener ces jeunes? Et quel pourrait être effectivement le rôle des parents aussi dans l'avènement de ce phénomène-là? Bon, moi, pour ma part, je me dis que plus on évolue, plus la technologie évolue aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le débat des livres audio. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que demain, ce ne sera plus des livres audio? Ça va passer à autre chose. Oui, c'est d'où l'inquiétude avec l'intelligence artificielle. Donc, le problème, c'est la technologie. Comme on dit, la technologie a ses avantages et aussi ses désavantages. Et le monde évolue, la technologie aussi va évoluer. Naturellement. Donc, je ne sais pas la solution que je pourrais proposer. Parce qu'on ne peut pas arrêter l'évolution de la technologie. Non, on peut quand même anticiper au-delà de l'arrêter. On peut anticiper, c'est-à-dire j'en viens. Pour moi, de ma part, ce que je peux dire aux parents, dès le bas âge, déjà on habitue les enfants à regarder des vidéos sur les tablettes et tout ça, genre pour que l'enfant puisse rester dans son coin et pas déranger les parents. Ce que je voudrais dire aux parents, c'est d'arrêter de faire ça. De plutôt occuper les enfants d'une autre manière, qu'ils ne puissent pas être habitués à être sur les écrans. Parce que quand il s'habitue aux écrans de le bas âge, il va grandir avec cette habitude. L'enfant va grandir avec cette habitude. Et vous voyez qu'il ne va pas trop s'intéresser aux livres et tout ça. Donc, quand l'enfant rend des cours, il y a des livres, des contes. Mieux acheter ça aux enfants pour qu'ils puissent lire, apprendre à lire eux-mêmes. Des activités de coloriage et tout ça, oui, évidemment. Et pour les parents qui font aussi la lecture aux enfants avant de dormir, genre qui racontent une histoire aux enfants avant de dormir, je trouve que c'est aussi une bonne chose parce que le parent habitue l'enfant à la lecture. Donc l'enfant va grandir avec cette habitude. Donc c'est des propositions que je fais. Je me dis qu'en faisant ça, peut-être l'enfant va prendre goût à la lecture et en grandissant, il va vouloir cultiver ça. Donc, effectivement, cultiver cet amour. Oui, vas-y Stéphane. Et je voulais également ajouter, auparavant dans nos écoles, on nous incitait à lire. On avait des romans, je crois l'enseignant lorsqu'il venait,
il disait, bon, cette année, on va peut-être lire peut-être 4 romans. Je pense qu'il faut qu'on puisse revenir aussi à l'ancien système. Ouais, aujourd'hui, on a un peu peur de ça. Dans nos écoles, on n'incite plus les jeunes à pouvoir c'est vrai que quand on était au collège, on avait ce procédé où on était dans les études des œuvres. Voilà. Il y avait même des concours de lecture. Les contrôles de lecture. Ouais. Je pense que c'est un peu perdu aujourd'hui. Il faut qu'on puisse ramener ça pour inciter les jeunes à la lecture. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, quand on regarde un peu les conversations des jeunes, oui, ça fait mal aux yeux. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut savoir, c'est comme j'ai eu à dire que le monde évolue. Avant, tu n'avais pas l'opportunité d'aller sur Internet retrouver le résumé d'un livre. Oui. Tu vois, retrouver la biographie d'un auteur. Tu n'avais pas cette opportunité. Mais de nos jours, tu vas sur Internet, tu tapes, tu as toutes tes informations. Tu penses que tu vas sur Internet, tu peux avoir toutes les informations nécessaires pour ton devoir. Tu vas prendre le temps de lire. Justement, ça ne nous arrange pas. Ça ne rend plus paresseux. Bah justement, parce que l'inquiétude, ça peut être où, Massima, Stéphane, ça peut être où je veux dire, est-ce que sur le long terme, est-ce que cette paresse-là peut non seulement te suivre dans le monde professionnel? Justement, parce que en partant pour prendre des résumés, en réalité, on n'apprend pas. On prend juste les résumés pour un objectif bien précis. C'est-à-dire, oui, pour le devoir et ensuite... Mais en réalité, lorsqu'on lit l'œuvre, mais c'est pour toute la vie. Voilà, on apprend pas pour oublier, malheureusement. Mais quand on regarde la plupart de nos jeunes, eux, ils lisent, c'est pour quelque chose de précis. Mais en réalité, on apprend, c'est pour voilà. Ouais, on lit, on oublie. Voilà, oui. Malheureusement. Ouais. Et je pense que c'est là un peu la difficulté avec les jeunes. Il faut qu'on puisse revenir dans l'ancienne méthode où on incite les jeunes à pouvoir lire les campagnes de sensibilisation, si vous l'avez souligné. Également ça, je pense que les médias également doivent jouer leur rôle. Voilà. Bah, c'est ce qu'on fait déjà sur Génération News. Très bien. À l'époque, moi, j'avais une émission que j'aimais très bien. Je me juste au bleu. On invitait les jeunes à pouvoir venir débattre sur les problématiques des œuvres. Et ça doit revenir. Et ça, je pense que ça va inciter les jeunes plus encore à la lecture. Ouais. Parce que si on part dans cette dynamique que Charles disait, honnêtement, on va se retrouver dans 5-10 ans. Avec une génération 2.0, mais vraiment une génération très familière de l'intelligence. Ça risque d'être un petit peu. Oui. Ce sont les conséquences de l'évolution, en fait. C'est ça. Mais on doit s'arrêter, parce qu'on ne peut pas arrêter. Oui, évidemment que non, mais enfin, on peut pas arrêter, mais on peut essayer de canaliser ça. Essayons d'être optimiste. C'est vrai qu'on ne peut pas arrêter, mais si on a les moyens pour, Franck, on peut y aller quand même. Toi qui es dans le domaine de justement un petit peu de l'intelligence artificielle, informatique, logicielle, est-ce qu'on peut quand même y aller? Je veux dire, on peut mettre en place des stratégies, des mécanismes pour essayer, pas peut-être de ralentir tout de suite, mais voilà, sur le long terme, quoi. Le procédé. Oui, effectivement. Et les gens ne le remarquent pas, mais ces mécanismes sont déjà mis en place. On peut prendre l'exemple de certaines applications éducatives. C'est juste que nous remarquons que l'attention de la jeunesse actuelle, ou disons de cette génération, est focalisée sur la distraction, en ce qui concerne la vie d'autres personnes. Donc, au lieu de prendre du temps, je peux citer une application, par exemple Duolingo. C'est une application qui te permet d'apprendre l'anglais et différentes langues. Donc, au lieu de prendre peut-être 10 à 15 minutes par jour pour essayer de valider une leçon, les gens sont là sur TikTok en train de scroller encore et encore. Ouais, la génération zapping. Génération zapping, comme vous avez bien su le dire. Donc, disons que le développement de la technologie a des bons et des mauvais côtés. Maintenant, en vrai, le souci, c'est surtout l'utilisation personnelle qu'on a envers ces technologies. Parce que de nos jours, il y aura toujours des gens qui vont l'utiliser à mauvaise escient. Oui, parce que après l'objectif aussi, c'est pas tant de tirer un boulet rouge sur le procédé du livre audio, c'est de dire on peut le faire, mais là on essaie de donner comment on peut évidemment utiliser cette lecture-là et de voir un peu les failles, et souligner les failles de cette lecture. Il ne faudrait pas que les gens pensent évidemment que nous sommes contre les livres audio, pas du tout. On essaie juste de comprendre le phénomène et voir l'impact, parce que ça agit aujourd'hui, l'impact-là est perceptible en tout cas chez les jeunes. Quand on voit qu'un jeune aujourd'hui a du mal à écrire une phrase correctement,
évidemment, on se pose des questions. Charlène, on revient sur le livre audio, en l'occurrence ce phénomène-là. On parle de lecture aussi. Tu as parlé tout à l'heure du rôle un petit peu des parents, le rôle parental, le fait de revenir un peu sur certains procédés à la maison, de lire. Moi, je voudrais m'arrêter sur un point qui a été souligné, je crois, par Stéphane, qui parlait du concours de lecture. Je crois que c'est toi qui l'as souligné également. On parle de concours de lecture. Que faut-il faire concrètement aujourd'hui pour revenir sur ce procédé-là ? Est-ce qu'il faut tout de suite aussi que les gouvernants, les autorités se mettent un petit peu dans le bain en essayant de remettre au goût du jour ce phénomène qui a fait briller beaucoup de jeunes. Voilà, on se souvient tous à la télé, ces concours-là qui nous ont également motivés à embrasser... Vraiment, voilà. Concours d'éloquence. L'éloquence, voilà. Ouais. Oui. Et toi, ça passe pas la lecture en réalité. D'accord. Voilà, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on a perdu un peu, on a perdu cela dans les établissements, dans la société. On ne voit plus les jeunes être éloquents. Voilà, quand je vous... Oui, exactement. Il y avait ça, c'est ça. Justement. Ouais. Mais c'est l'autre point également. C'est là où je voulais en venir. C'est que ça veut dire que si on a un livre audio, les jeunes vont déserter les librairies, ils vont déserter les bibliothèques, Charlène. Ce sont les lieux de moins en moins fréquentés de nos jours. Donc, les gens n'en retrouvent même plus assez. Oui. De bibliothèques. Oui, on n'en retrouve plus assez. Oui, mais est-ce que c'est pas la conséquence? Est-ce que c'est pas parce que les jeunes n'y vont plus que les bibliothèques disparaissent un petit peu? Mais moi, je me dis que peut-être dans les emplois du temps, on doit instaurer un temps. D'accord. Pour l'étude, pour que les jeunes puissent aller dans les bibliothèques, aller étudier. Ou avoir des bibliothèques ou des librairies dans des écoles. Dans les écoles, ouais, je pense que dans certains établissements, on te demande de lire un certain nombre de livres par trimestre. Ouais. Et c'est en général 3. Tu vas récupérer. Un livre, Et je me dis que ça doit être obligatoire. Ça doit être obligatoire. Tu vas récupérer le livre, tu lis et tu essaies de faire un résumé. En fait, c'est une méthode que les enseignants peuvent mettre en pratique. Tu essaies de faire un résumé, ton propre résumé. Et quand le professeur va corriger, il essaie de regarder dans les copies si les résumés se ressemblent. Si c'est pas la même chose en fait. Donc c'est les méthodes qu'ils peuvent mettre en place. Ça aussi sur le plan éducatif, on risque d'être confronté à ça, c'est-à-dire un devoir à faire à la maison, tout le monde reviendra avec un devoir, vu avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Carrément plagié sans avoir même fait des modifications. Exactement, c'est un copier-coller vite fait et puis... Et je pense également qu'il faut attirer les jeunes par rapport à ce qu'ils aiment. Imagine, moi, pour mon cas, lorsque j'aime bien la lecture, on va dire ce sont les magazines. Après chaque compétition, l'exemple de... le magazine sportif. Voilà, justement, je parle dans les librairies pour acheter. Et j'ai pris, on va dire, ce goût de pouvoir lire les livres. Et par la suite, je me suis étendu avec des romans, etc. Donc il faut inviter les jeunes à pouvoir, on va dire, leur apprendre à lire ce qu'ils aiment, comme passion. Par exemple, si toi tu es passionné, par exemple, du journalisme, donne des livres à cet enfant du journalisme, il va... la communication, justement, il va s'intéresser. Et par la suite, après, maintenant, il peut aller dans notre univers selon maintenant ses convictions. Donc je pense que c'est aussi un aspect pour inciter les jeunes à pouvoir lire. Il faut commencer très tôt alors, Franck, parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui avec Internet, on a, comme l'a souligné Charlène, on a 11 ans, on a un téléphone où on peut aller sur les sites Internet et tout ça, ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait qu'on commence le combat très tôt, c'est-à-dire la sensibilisation, mais vraiment à la racine. Oui. D'où l'importance du comportement des parents, parce que je me dis que quel enfant ne voudrait pas ressembler à son père ou à sa mère si ces derniers sont un exemple pour lui. Donc je me dis que, en vrai, à la base, le problème commence à la racine. Quelles sont les habitudes des parents? C'est vrai. Disons que les parents n'ont pas l'habitude de lire, ils sont tout le temps sur la télévision H24 ou bien après le boulot, ils finissent, ils sont là, ils passent le temps sur le téléphone, ils sont accros, ils n'ont même pas, disons, une trentaine de minutes à disposer pour leurs enfants. Donc à la base, il faudrait que les parents instaurent certains moments de lecture, que ce soit par rapport à des BD pour un commencement ou à un livre. Je me dis que nous sommes le produit des personnes les plus proches de nous. Disons, les 5 personnes les plus proches de nous caractérisent ce que nous sommes. Parce que quand on le nie ou qu'on l'accepte, notre environnement caractérise de façon principale la personne que nous devenons. Ouais. Donc, en ce qui concerne le point familial, il faudrait que les parents
apprennent à mettre un accent sur le développement de la lecture. Ouais, Moi, en classique. La lecture classique. Ouais. Effectivement. Parce que je me dis, moi, si j'ai un fils de 5 ans, si je le dis, bon, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, 2 jours par semaine, on va commencer à faire une petite lecture. Je suis le père, j'ai une certaine autorité sur lui. Pensez-vous que mon enfant va se révolter contre moi? Non. Non, je pense pas. Au point d'aller lire des livres audio, enfin, comme on a dit, la connotation, la tournure de la phrase, évidemment, elle pose problème. Les amis, il est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour aborder un autre problème qui touche aussi notre jeunesse. Il s'agit évidemment de l'orthographe. À tout de suite. De retour sur le plateau de Medi 1 pour la deuxième et dernière partie d'émission Génération News. Nous allons à présent nous intéresser aux fautes d'orthographe. Un ennemi des jeunes, évidemment, c'est cette thématique qui va meubler cette deuxième partie. Je me tourne vers toi, mon cher Stéphane, on parlera de ces fautes d'orthographe. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'en faire, ou bien tu es plutôt celui-là qui aime bien, évidemment, éviter, mais qui aide aussi certaines personnes à les éviter? Ça peut arriver dans la précipitation de pouvoir faire de fautes, mais je pense également qu'avant de pouvoir construire des phrases, il faut d'abord y penser. Voilà, il faut d'abord y penser. Et au-delà d'y penser, c'est relire avant de... Voilà, très bien, et relire avant d'envoyer. Et je pense également qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, encore les téléphones, ça ne nous aide pas beaucoup, parce que quand on regarde même lorsque le téléphone, précisément, il y a des phrases construites. Quand tu tapes exemple les B, correcteurs automatiques. Et ça n'aide pas les jeunes vraiment dans l'orthographe. Et je pense qu'on devrait, en tant que jeune, pouvoir se remettre en question. Voilà, avant de pouvoir écrire quelque chose, il faut d'abord se relire, il faut pouvoir prendre le temps, voilà, de pouvoir mieux écrire ce que l'on veut partager comme information ou comme message. Donc en général, c'est un peu cela. Est-ce que c'est plus facile pour vous, chacun me donnera son avis là-dessus évidemment. Alors moi j'avais un petit souci, à la base c'était une qualité, ensuite c'est devenu un défaut chez beaucoup de personnes, c'est-à-dire que moi, si tu m'envoyais une phrase avec des fautes d'orthographe, je te renvoyais la même phrase avec des corrections, et sur le long terme, j'ai vu que ça gênait beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez, vous, en l'occurrence toi Franck, cette facilité-là à corriger une personne, ou bien tu estimes que tu n'as pas envie de heurter la sensibilité de cette dernière? Disons que si j'ai de l'affection pour la personne, je me dois de la corriger parce que je voudrais quelque chose de bien dans son intérêt. Et avant cela, je prendrais la peine de dire, disons que nous sommes des gens. J'essaierai par une certaine façon de le faire comprendre, c'est que en le faisant, c'est pas pour te vexer, c'est juste pour pouvoir apporter un plus. Aujourd'hui, c'est toi qui commets une erreur, demain ce sera peut-être moi qui commettrai une erreur et ça ne me dérangerait pas. C'est surtout que si on ne corrige pas, la personne va penser qu'elle est dans le vrai. Et... Effectivement. Ouais. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans le vrai parce qu'ils se disent que non, on ne me corrige pas, on ne me fait pas de remarques. Mais j'ai aussi fait face à votre problème. Ce problème, c'est que certaines personnes, quand vous les corrigez, en ce qui concerne les fautes d'orthographe, j'ai pour habitude, si le mot est mal écrit, j'écris le mot puis je mets un extérix. J'en renvoie le message et après j'écris mon message à moi-même. Mais les gens ne prennent pas forcément de la bonne façon. Oui, ils vont penser que voilà, tu étais le super intello. Voilà. Ce dernier veut me minimiser. Mais je me dis qu'en vrai, les gens devraient être bien plus ouverts en ce qui concerne le fait de se faire corriger. Parce que ce n'est qu'en prenant le temps d'écouter qu'on apprend bien plus. Celui qui parle sans cesse n'apprend rien. Alors que celui qui prend le temps, il tend son oreille et qui écoute, on apprend beaucoup. Donc c'est pourquoi je dirais qu'en ce qui concerne cette thématique, en ce qui concerne ce problème, les gens devraient être bien plus ouverts à pouvoir accepter des corrections. Des corrections, oui. Effectivement. Par contre, les abréviations, honnêtement, je n'aime pas lorsqu'une personne on va dire quoi, abrège, honnêtement. Bon, ça c'est un autre phénomène. Voilà, mais évidemment que les jeunes, ça devient. C'est l'un des facteurs. C'est vrai que la question, c'est, j'allais dans le même sens que toi, mon cher Stéphane, pour évidemment recueillir l'avis de Charlène. On a parlé un petit peu des fautes d'orthographe, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier ça? Comment aujourd'hui des jeunes qui vont à l'école, qui sont dans parfois un niveau très élevé, tu as un élève de terminale qui a du mal à écrire correctement une seule phrase. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, on a souligné un point, les abréviations
abréviations, c'est vrai. Le bonjour qu'on te met BJR. Moi, j'ai reçu déjà un merci avec M6. Donc, il y a le M et il y a le chiffre 6 pour me dire merci. À un moment, je me suis dit, c'est peut-être la chaîne de télé, mais c'est après, la personne me dit, non, en fait, j'ai voulu dire merci. Et si tu n'as pas justement cette capacité à décoder un peu, c'est parce que ça devient des codes, hein, les abréviations, ça devient assez compliqué. Est-ce que ça aussi, ça concourt évidemment à tuer la qualité d'écriture chez les jeunes? Tout à l'heure, on parlait du même sujet, que de nos jours, plus le monde évolue, plus les temps changent en fait. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de langage, genre un langage codé. Genre, tu écris avec les chiffres. Donc, tu fais des phrases avec des chiffres. Le matin qui devient MT1. C'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. Mais pour l'élève de terminale qui sont... Est-ce que tu es sûr qu'on ne peut pas le contrôler, ma chère Chaleur? Non. Je dis que si. Je me dis que si, en vrai, il faudrait juste faire preuve d'une certaine volonté ou bien de... Oui, c'est faire volonté passer tout ton temps à corriger la personne est déjà habituée à le faire. Donc, tu ne vas pas changer ses habitudes. Et si la personne est bornée, tu vas corriger la personne te dit que c'est ma façon d'écrire. La question, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde. On apporte de l'aide à ceux qui le veulent et si on sent qu'ils sont réticents. Au moins, essayons. Ça en vaut la peine. C'est vrai, ça fait mal, mais en même temps, tu apprends. Si une personne te dit, écoute, on n'écrit pas tel mot comme ça, la prochaine fois, forcément, lorsque tu viendras vers cette personne, tu vas prendre le temps de bien construire la phrase. C'est ce qui est bénéfique avec ça. En fait, et on a de fois l'impression que ça dépend de l'interlocuteur, de la personne avec qui on parle. La personne veut écouter ce que tu dis, la personne va changer. Mais si c'est quelqu'un qui est borné... Mais est-ce que cette personne, entre guillemets, bornée, ne gagnerait pas justement à apprendre? Il y a des gens qui refusent d'apprendre. Oui, mais si ça te suit dans le monde professionnel, si aujourd'hui tu es chargé de communication... ça peut se... Non, mais supposons que tu sois responsable de communication ou bien responsable d'un projet marketing et que tu dois rédiger des demandes de partenariat, et si c'est rempli de fautes d'orthographe, là, le cas devient un peu plus grave. Là. Ce sont des lacunes. Ouais. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur un point qu'on a déjà souligné? Ici, on a parlé de concours. Souvenez-vous, il y avait ce concours d'orthographe aussi, où il y avait les dictées. Justement, c'est le point. Il faut revenir là-dessus. À l'école, aujourd'hui, Stéphane, la dictée a été retirée de beaucoup, de l'école dans beaucoup de pays, sur le continent comme en Occident. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui revenir à ce procédé simple qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes? Justement, il faut revenir à l'ancienne méthode. Auparavant, lorsque nous on apprenait au primaire, il y avait des concours des dictées. Lorsque tu as plus de fautes, écoute, tu as une sanction du de l'enseignant. Moi, je m'en souviens, j'étais en classe de 3e, 4e année. J'étais passé une journée à l'école, je ne suis pas sorti. Parce que Une dictée, tu avais eu combien de fautes? J'avais une vingtaine de fautes. Je m'en souviens plus. Mais comme pour dire que ça m'a permis de pouvoir forger et mieux écrire. Il faut qu'on puisse revenir à l'ancienne méthode. On avait les concours des dictées dans les établissements. On avait des enseignants qui nous forçaient à pouvoir mieux écrire. Mais aujourd'hui, c'est qu'on ne retrouve pas de nos jours. Il y a un peu avec la vie qui devient speed. L'intelligence artificielle, tellement de choses. On essaie de pouvoir un peu être paresseux. Il faut qu'on puisse revenir à l'ancienne méthode tant pour moi. Il faut que Dans mon ancien lycée, en Bélé, nous on avait 2 professeurs de français. Français révision et français simple. C'est-à-dire en français révision, on faisait les dictées tout le temps. Donc en fait moi je trouve que c'est une bonne méthode. Les gens disent souvent qu'en Bélé, il y a la fraude et tout ça. On va pas revenir là-dessus. Ils ne peuvent pas comprendre parce que Bélé c'est une école où on vous forme. Déjà, tu vois qu'en français, tu as 2, rien que le français, tu te retrouves avec 2 matières dans le français. Anglais, 2 matières dans l'anglais. Maths aussi. Vous avez maths et maths révision. Anglais oral et anglais à l'écrit. Donc, c'est-à-dire que tu vas être bon à l'écrit si tu veux vraiment apprendre. Moi, je ne suis pas un exemple, mais pour ceux qui veulent vraiment apprendre, tu vas t'y mettre. Tu vas te donner à fond. Et je me dis que tu ne peux pas sortir de là avec des lacunes, en fait. Surtout en orthographe. Est-ce que toi, par exemple, alors moi je l'ai lu, on va peut-être aussi apporter un peu un côté ludique à cette histoire, à ce phénomène, en l'occurrence les fautes d'orthographe. Je lisais un peu sur les réseaux sociaux, notamment chez nos amis ivoiriens qui aiment bien tourner à la dérision des choses un peu parfois sérieuses et sensibles. Alors moi j'ai lu une dame qui disait qu'en fait un homme qui vient vers elle
et qui a du mal à s'exprimer ou bien qui fait énormément de fautes d'orthographe, bah c'est un facteur de disqualifié. En fait, tu es disqualifié. Est-ce que c'est le cas pour toi? Moi, je n'aime pas les hommes bêtes. Bon, c'est les hommes peu... En fait, je me dis... Ouais. Non, je me dis que si je me mets en couple avec toi, c'est pour que tu m'apportes un plus. D'accord. Déjà, je suis pas... Donc toi, les fautes d'orthographe disqualifiées Les fautes direct. d'orthographe encore, genre, ça dépend des fautes. Parce que je me dis qu'il y a des fautes que tu peux faire genre dans la précipitation. D'accord. Mais tu vas pas me mettre le à la place de là, tu vas me mettre lui à la place de il. Genre ce genre de faute là, je suis pas d'accord avec. Et dans le vocabulaire là. Mais est-ce que si tu aimes la personne, est-ce que tu peux pas justement peux pas apporter... Non, je veux dire, non, si tu apprécies la personne au-delà de ses fautes d'orthographe, si la personne est plutôt cadre avec tes critères de vie, est-ce que tu peux pas aider la personne à... Il y en a qui repartent à l'école, on a vu, il y en a qui ont 80 ans, 50 ans, 45 ans, qui décident de repartir à l'école. Exactement, il y a des écoles pour adultes aujourd'hui, justement pour corriger un petit peu ces petites choses-là. Mais toi, tu peux l'accompagner, évidemment, sur des petits mots. Tu peux corriger, on ne dit pas lapin, on dit le pain. Tu vois un peu ça encore, ça peut passer. Mais genre, déjà, si tu fais des fautes d'orthographe et que tu ne t'exprimes pas bien, tu peux venir vers quelqu'un et la personne, tu vois que la personne s'exprime très mal. Tu n'auras pas envie de connaître ta personne parce que tu vas te dire, vous allez faire comment pour communiquer? Est-ce que c'est quelque chose qui te freine, Franck, aussi, les fautes d'orthographe? Moi, c'est plus le vocabulaire. Le vocabulaire? Oui. D'accord. Mais les fautes d'orthographe, ça passe. C'est le vocabulaire. Ça dépend. Parce que le vocabulaire, déjà, pour connaître la personne, il faut que vous puissiez vous voir échanger avant de commencer à vous écrire. Donc. Mais le plus souvent, lorsqu'on parle de vocabulaire, ça se reflète dans l'écriture aussi. Voilà. Ouais, mais voilà. Je me dis que les deux en valent la peine parce qu'il faudrait savoir s'exprimer, peut-être apprendre à être assez éloquent et aussi bien écrire. Bah, il faut savoir écrire ce que tu dis aussi. C'est ça, parce que vous m'avez posé la question, est-ce que ça me dérange? Disons que je suis quelqu'un qui ne suis pas trop compliqué, mais je demande au moins la moyenne. Il y a certaines fautes d'orthographe qui sont flagrantes et je me dis que ça, c'est quelque chose d'insensé en vrai. Oui. C'est très difficile à accepter. Est-ce que tu comprends le combat? Alors, sur Internet, ils sont appelés les chasseurs de fautes. Il y a des gens sur Internet qui passent beaucoup plus de temps à corriger des personnes qui font des fautes d'orthographe et tout. Et tu comprends le combat la mission de ces gens-là? Oui, disons que je les comprends d'une certaine façon parce que c'est quelque chose qui freine, c'est quelque chose qui met certaines barrières avec la personne parce que je me dis, je vais parler avec lui, mais ce qu'il raconte n'est pas vraiment sensé. Le souci, c'est quoi? C'est que l'homme s'appuie que ce qu'il voit. L'homme avec un grand H, donc je parle des hommes et des femmes. Ouais. Donc, comme ma très chère compatriote a su le souligner, quand je vois un homme qui ne sait pas s'exprimer, même s'il est intelligent, le fait que j'ai vu certaines lacunes qui sont assez flagrantes et repoussantes, c'est quelque chose qui me pousse à me rétracter. C'est pourquoi, afin de pouvoir soigner son image et pouvoir soigner ce qu'on est en tant que personne, il faudrait qu'on fasse disons un minimum d'efforts pour pouvoir soigner notre écriture et notre façon de parler. D'où lire peut-être ou essayer de diversifier les moyens d'acquisition de connaissances. Internet par exemple, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux, mais ils peuvent se servir de réseaux sociaux pour... je vois aujourd'hui par exemple les influenceurs entre guillemets, les créateurs de contenu, il y a des contenus qui sont destinés à ça, à l'orthographe, comment écrire des mots, comment les accorder et tout ça. Et les jeunes aujourd'hui gagneraient à être beaucoup plus sur ce genre de contenu que sur des contenus malheureusement qui sont juste là pour nous divertir et qui n'apportent rien d'assez intéressant à cette jeunesse-là. Effectivement. Les gens sont beaucoup là à critiquer TikTok et les différents réseaux sociaux. Particulièrement, moi, j'en ai appris des tonnes sur TikTok. J'en ai vraiment appris des tonnes. Après, ça dépend des algorithmes aussi. Oui, ça dépend. Je me dis que l'algorithme, étant donné que je fais informatique, l'algorithme ne t'apporte que ce que tu recherches. En fonction des vidéos que tu likes, en fonction des commentaires que tu portes sur les vidéos, et disons, les recherches que tu effectues sur ta barre de recherche. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, il y a un certain moment sur TikTok, je recevais beaucoup de blagues. Tout le temps, c'était des blagues, tout le temps, c'était ceci. Mais je voulais me cultiver. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'il y a même moyen d'aller dans les paramètres. Et pourtant, de raider carrément. Il y a des mots qui sont des mots-clés. Donc, en mettant ces mots, je peux mettre une dizaine ou une quinzaine de mots qui sont des références. Je mets argent, intelligence, grammaire,
et tout. Et par rapport à ça, l'algorithme va faire en sorte de pouvoir chercher un contenu qui est en faveur de ce que je décide. Ouais. C'est juste que les gens ignorent et les gens ne prennent pas l'initiative de chercher dans l'optique de pouvoir changer leur contenu. Ouais, évidemment, ça c'est l'une des solutions hein, pour évidemment réussir à corriger ce petit problème qui touche beaucoup de jeunes et même des adultes. Parfois, c'est un peu compliqué d'échanger avec un adulte et de voir évidemment que en 2 phrases, il y a autant de fautes d'orthographe et évidemment qu'on est parfois un peu gêné de devoir faire la remarque lorsqu'on est en face d'une personne un peu plus âgée que nous. On a parlé, Stéphane, de l'une des solutions, c'était ça, c'est-à-dire de revenir sur Internet aujourd'hui, vu que beaucoup de jeunes sont portés sur les réseaux, voilà, sur YouTube, Facebook, Twitter. En soirée, exactement, ouais. Les animaux, culture, éducation, vous mettez les blind tests. Chacun essaie de répondre. Ça t'apporte un plus en fait. Mais est-ce que ça on peut pas le faire à la maison aussi? Vous vous souvenez de ce jeu qu'on appelait le bac? Je pense qu'on a tous joué ça. Le baccalauréat qui consistait à chaque fois qu'on te donne une lettre, tu dois trouver un pays et je pense tout que ça, c'est également la responsabilité des parents. Moi, auparavant, on m'achetait des livres, je prends des livres, tu dois construire des phrases, tout ça. Je pense que les parents songeront aussi à pouvoir mettre ça à la disposition de leurs enfants pour leur permettre de pouvoir mieux écrire, voilà. Ouais, mais on avait des mots, voilà, les mots fléchés, voilà, très bien. Voilà, ouais, ça aussi, ça reste exactement. Il y a même un jeu qui est bien plus répandu, bien plus, disons, distrayant, mais qui apporte de la connaissance. 4 photos, je pense. 4 images, 1000 mots, 4 images, un mot, je sais plus. En fait, c'est quelque chose qui te pousse à pouvoir gagner en intelligence. Voilà, parce que ça pousse ta réflexion, ça te pousse à aller chercher. Et en faisant ça, étant donné que tu commences à avoir soif de découverte, même si à la base c'était dans l'optique de jouer, bah ça apporte un plus. Bah, surtout le Scrabble, donc ça veut dire qu'aujourd'hui en fait c'est une question de volonté. Justement. Ces jeunes-là peuvent corriger évidemment. Et d'habitude. Voilà. Il faut... Pourquoi d'habitude? D'habitude, en fait, parce qu'il y a des gens qui trouvent, tu vois. Non, par mais exemple, moi, comme j'ai dit, avec mes sœurs. Et de la priorité. Voilà. Avec mes sœurs, aussi. souvent, on met les jeux, on essaie de jouer. Mais si toi, tu viens chez nous, que toi, tu n'as pas l'habitude de le faire, tu vas trouver ça. Non, il faut peut-être trouver le moyen de l'emmener. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça intéressant, ils disent il faut être quoi comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une question d'habitude aussi. Non, parce qu'en fait, on part du principe qu'on a aujourd'hui des jeux de société qui concourent à renforcer l'orthographe des jeux. On a parlé du Scrabble. Aujourd'hui, il y a même des concours. Chaque année, au Sénégal, il y a des concours de Scrabble, il y a des concours, voilà. Oui, je pense qu'il y a des fédérations. Exactement, il y a des fédérations des Scrabble ouais. qui sont répandants dans le monde. Je pense que tous ces éléments, autant pour moi, permettent à un enfant de pouvoir soigner son orthographe et éviter les fautes. Voilà, justement. Mais l'élément le plus simple, ça reste la lecture, mon cher Franck. Ou bien c'est pas la solution par excellence, mais ça reste un point plutôt essentiel pour éviter les fautes d'orthographe. Oui, surtout en ce qui concerne les fautes d'orthographe, je dirais que l'élément incontournable, l'élément principal, ça reste la lecture. Il faudrait essayer aussi d'avoir un contenu de lecture assez intellectuel, parce que c'est bien de lire des revues de matchs, c'est bien de lire aussi des chroniques sur Facebook, Twitter. Il y a certaines choses, il y a certains mots, il y a certaines expressions que nous ne pouvons apprendre ou comprendre qu'en lisant des livres qui sont assez intellectuels, si je peux le dire ainsi, afin d'apprendre, d'apporter un plus dans ton environnement intellectuel. Et disons que c'est une fierté de savoir s'exprimer. Ouais. C'est comme un petit orgueil que chacun devrait avoir. Quand je me mets en face des gens, que ce soit en public ou devant quelques personnes, j'ai la capacité de m'exprimer. Clairement, je ne bégaye pas trop, je ne suis pas trop en train de chercher les mots. Parce que en privé, je fournis des efforts que personne ne voit. Même si je n'aime pas lire, disons, je vais prendre mon exemple, je ne suis pas une personne qui aimait lire à la base, mais étant donné que j'ai des priorités, j'aimerais avoir ou devenir une certaine personne, mais afin de devenir la personne que je voudrais être dans 10 ans ou 15 ans, j'ai un prix à payer. Ouais. Donc à la base, je n'aimais pas la lecture, mais j'ai commencé à lire. Donc disons que chaque 2 mois, j'achète un livre. Mais à la base, c'était quelque chose de contraignant. Voilà pourquoi je dis que tout est une question de priorité. Quand tu établis tes priorités, il faudrait aussi avoir la consistance et disons la régularité de faire, parce que ce n'est jamais facile. Ouais. Il y aura toujours des moments où tu es éprouvé, tu as du mal, tu peux passer peut-être une journée, tu as raté, mais le plus important, tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois.
Ouais. Donc, toujours se relever. Ça fera mal, certes, ça fera mais mal. le plus important, c'est de se relever et évidemment de continuer. La thématique, c'est les fautes d'orthographe ennemies des jeunes. Aujourd'hui, Stéphane, s'il fallait apporter une réponse à cette thématique, c'est l'ennemi des jeunes aujourd'hui, les fautes d'orthographe. Ou pas que, les adultes aussi sont malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais sont malheureusement, on va le dire malheureusement, dans cette fourchette-là également. Bon, oui, évidemment, mais quand on regarde un peu, la majorité, c'est un peu les jeunes qui sont un peu dans ce moule-là. Mais également, les adultes ne sont pas aussi épargnés par cela. Ouais. Donc, je pense que ça regroupe et les jeunes et les adultes. Voilà, il faut qu'on puisse changer d'habitude et voilà, aller sur de nouvelles bases. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on apprend tous les jours. Exactement. Voilà, on apprend tous les jours. Si Charlène m'a dit, écoute Stéphane, on n'écrit pas ce mot comme ça, ben, je veux apprendre et par la suite, je veux rectifier. Mais surtout pas avoir honte de demander, parce qu'il y en a qui ont honte justement, de demander l'orthographe exacte. Justement. Et je veux aussi aborder un autre point, c'est la responsabilité des parents, des enseignants, mais également soi-même. Voilà, donc les parents doivent également pouvoir inciter leurs enfants à la maison à pouvoir mieux écrire, lire. Et revenir. Nous, on avait des dictées quand on rentrait à la maison. Justement. J'avais carrément des conjugaisons. Bah oui. Subjonctif imparfait, conditionnel passé. Je me disais, mais ce prof, il veut me chier. Mais après, j'ai compris que quand je m'exprime devant des gens, c'est quelque chose qui a apporté un plus. Bah oui. Je suis capable de parler. Voilà. Que je m'enjasse. La plupart des gens, quand ils écoutent des expressions, ils disent, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est pas pour me vanter, c'est pas pour pouvoir dire que non, je suis le plus intelligent. Mais en vrai, c'est une fierté. Comme j'ai dit, un petit orgueil, veuillez m'excuser, un petit orgueil qu'on devrait peut-être apprivoiser. La fierté de dire que je connais. Parce que c'est beau d'être quelque part et d'être capable de prendre la parole, peu importe le sujet. Donc, connaître peu sur plusieurs domaines aussi, c'est quelque chose de très important. Ouais. Et ça ne peut arriver qu'en lisant, qu'en se cultivant et disons que bon, il y a d'autres qui sont des adeptes des réseaux sociaux. Ouais. Donc, disons mais surtout de voir comment, évidemment, les réseaux sociaux peuvent nous aider à être une meilleure version de nous. Se mettre dans une optique de développement en vrai. Parce qu'au lieu de stagner, il vaudrait mieux aller d'avant, devenir une meilleure personne. Parce que en stagnant, on finit par se faire dépasser par nos petits frères, nos petites sœurs qui sont bien plus ambitieux que nous. Tu imagines, moi, je peux avoir un petit frère de 15 ans. Moi, j'ai peut-être 21 ans ou 22 ans. Le petit frère de 15 ans, quand il a 18 ans, moi, j'ai bien plus d'années. Mais le gars, l'enfant, s'exprime bien mieux que moi. En vrai, c'est une honte. Et je me dis, étant donné que je suis leader, je suis peut-être le grand frère, bah, il y a cette pression qui s'exerce. Et en étant petit frère aussi, si le grand frère s'exprime bien, je me dis, non, mon grand frère, il est intelligent, il apprécie les gens. Donc, il y a une comparaison. Voilà pourquoi on devrait au moins s'atteler, même si ce n'est pas dans le cadre de vouloir peut-être devenir le plus intelligent, mais au moins être capable de s'exprimer. Voilà. C'est surtout ça en fait. Voilà. Et pour terminer sur ce dont je disais, et les enseignants également doivent mettre, on va dire, il focus sur ça. Alors, je crois à l'école, on avait des cours de grammaire, conjugaison. Conjugaison, orthographe. Je pense quand même que ça a perdu un peu. Le système scolaire aussi a vraiment perdu d'ampleur par rapport à ce genre de matières. Ça permettait aux élèves de mieux écrire. Je pense que le système scolaire en Afrique, de façon générale, ils doivent remettre ce genre de choses pour pouvoir permettre aux élèves... En fait, on a l'impression, de façon générale, qu'on a retiré des choses justement, mais qui aujourd'hui sont essentielles. Exactement. Voilà, c'est ça. Et en même temps, et pour terminer, les jeunes, prenons les responsabilités parce que si nous-mêmes on ne décide pas, personne ne viendra décider à sa place. Après demain, on va se retrouver avec plusieurs fautes d'orthographe. Voilà, on peut avoir papa, on peut avoir maman, on peut avoir l'enseignant, mais si nous-mêmes on ne prend pas conscience, on va toujours rester voilà. Oui, ça va devenir compliqué. Charlène, il y a un point, parce que je pense que tu l'as souligné également. Alors ça se passait en Angola, c'était beaucoup plus dans les années 80. Il y avait une loi, et je pense que vous pouvez aller checker sur les réseaux sociaux pour vous en rendre compte, une loi en fait qui donnait non seulement aux parents, qui donnait un temps d'utilisation de tout ce qui est un petit peu téléphone, c'est-à-dire on avait l'impression de rapprocher les parents. Il fallait que les parents soient proches des enfants, mais il y avait surtout des concours que le gouvernement essayait un petit peu de pousser les parents à mettre en place dans les familles. On organisait des concours d'orthographe, de dictée et tout le reste. Et puis, naturellement, ça permettait non seulement d'avoir cette capacité d'écriture, mais de rapprocher surtout les parents qui passaient, on va dire, tout le temps au boulot. Et quand ils rentraient à la maison, il n'y avait pas cette chaleur humaine. Donc, ils ont décidé de remettre un petit peu, de redresser, on va dire, le cercle familial à travers ces petits jeux concours-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir
peut-être qu'on calque un peu sur l'ancien système en Angola, Charlène, organiser des petits concours comme ça à la maison, concours d'orthographe, de dictée. Celui qui a moins de 6 fautes ou moins de 5 fautes obtient, je sais pas, un billet de 10 000 francs ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut des sources de motivation comme ça, peut-être au sein de la famille, avec évidemment la collaboration des parents derrière? Oui, c'est une très bonne méthode en fait, de motiver les enfants à apprendre. Déjà, apprendre seulement, c'est pas seulement dans les livres. Même comme ça, avec ta famille, un soir, tu peux apprendre plusieurs choses que tu ne connais pas. Comme je dis, on apprend tous les jours. Moi, la plupart des choses que j'ai appris dans la vie, c'est pas dans le livre que j'ai appris. Hein. Ouais, c'est avec papa? Avec mon père, et parce que j'aimais regarder beaucoup d'émissions. D'accord. Donc, pousser les enfants à regarder les programmes essentiels, des programmes que vous savez que ça va apporter un plus à votre enfant. Parce qu'il n'y a pas que dans les livres qu'on apprend. C'est vrai, il y a les livres, on apprend beaucoup de choses, mais donner à votre enfant l'envie de regarder des programmes qui vont apporter un plus dans sa vie. Ouais. Surtout qu'il y a des émissions, vous vous souvenez de ce film classique, on a tous grandi avec ce film-là, Épelle-moi, c'était un concours, il fallait épeler des mots. Bah oui, on est allé au bout de ce film-là et cette jeune fille qui était tellement intelligente et qui arrivait évidemment à épeler des mots avec une facilité incroyable. Évidemment, c'est le genre de programme qu'il faut peut-être pousser les enfants à regarder pour avoir un orthographe plutôt intéressant. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est vrai que ça allait très vite. Il y a beaucoup d'informations encore à donner dans l'émission Génération News. Mais en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous tout au long de cette émission. Franck, peut-être des personnes à saluer avant de clore cette deuxième partie. Ils ont maman au pays. Hein. D'accord. Non, mais il faut donner le nom. Maman Françoise. Maman Françoise. D'accord. On remercie maman déjà aussi qui t'a aidé sûrement à être le brillant informaticien que tu es aujourd'hui. Stéphane. Bon, simplement remercier toutes ces personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci infiniment. On est ensemble jusqu'en décembre, même si malheureusement on ne s'y ressemble pas. Bon, ok, bon, joyeux anniversaire. On se rattrape également sur le plateau Génération News. C'est de la famille, t'es un habitué. Donc, joyeux anniversaire à toi, mon cher Stéphane. Charlène, elle a un cadeau pour toi. Peut-être après l'émission. Justement, Charlène, une personne à saluer, papa déjà, apparemment. Oui, maman. Mon père François et ma mère Chantal. D'accord, donc on salue papa François et maman Chantal. Voilà, c'est la fin de cette émission, les amis. On se retrouve samedi prochain pour d'autres thématiques tout aussi pertinentes liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.